We are coming up to our last talk. This is actually going to be about near the end of where you see me for the day. I want to just say again, thank you to all of our speakers that came out so far. A great track today. A lot of really good information on the ecosystem, how to push the envelope forward, both literally and metaphorically. But without any further ado, I want to announce our last session for the day. That is called Le Clash. We can run the Le Clash video. Ready? That's just so cool. So I am joined on stage here now by Nicholas, who we will not be clashing, but Nicholas will be the moderator for the clash sessions. It's going to be a French session between two hosts. I'll let Nicholas go ahead and take it from here. I want to say thank you to you all for having me today. It was a lot of fun, and hopefully see you around at other API Days events. So bye for me. Thanks. On va passer en français. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle émission du Clash. Alors, mais qu'est-ce que le Clash, me direz-vous? Eh bien, c'est une émission originale qui réveille toutes nos communautés dev et tech en France, et même bien plus loin, puisque nous avons le privilège aujourd'hui d'organiser cette session en direct, donc de l'événement incontournable de la scène API, j'ai nommé les API Days. C'est quoi le principe? Tout simplement, on choisit un sujet de débat. Au hasard, aujourd'hui, ça sera autour des API, et on prend deux combattants et ils se bagarrent en toute bienveillance, naturellement. Donc, comme l'a dit Jessie, je m'appelle Nicolas, je travaille chez Microsoft et ma spécialité, c'est notre solution Azure API Management. Je suis votre hôte aujourd'hui et j'ai l'immense honneur d'arbitrer un combat qui s'annonce tout simplement titanesque puisqu'il va opposer deux visions, deux styles architecturaux dans le monde des API. D'un côté, le traditionnel REST que tout le monde connaît, utilisé dans de nombreuses applications depuis des années. Je pense que sa réputation n'est plus à faire. Il vient aujourd'hui remettre son titre en jeu face à un nouveau challenger. Roulement de tambour, j'ai nommé GraphQL. GraphQL qui est créé par Facebook en 2012 avant d'être open sourcé en 2015. Tout ça, je pense que vous le connaissez, vous le savez. GraphQL, c'est le sujet du moment. Tout le monde en parle, tout le monde en veut. Mais c'est quoi au juste? Et est-ce que c'est mieux que REST? Donc, nous allons bientôt le savoir puisque je vais accueillir nos deux combattants sur le ring. Alors, en haut de votre écran, vous avez donc Arnaud Lauré. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le présenter? Tout le monde le connaît ici à Happy Days, il est là depuis des années. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, quelques mots quand même. Arnaud est un leader API et architecte chez Datixis. C'est aussi l'auteur du livre The Design of Web API aux éditions Mani, que je vous recommande chaudement. Il est sur mon bureau tous les jours. Il est aussi bien connu sur la toile sous son pseudo de API Handyman, littéralement le bricoleur d'API. Donc je crois qu'il est venu aujourd'hui avec ses plus beaux outils pour clouer le bec de son adversaire. En bas de votre écran, je vous présente donc Jonathan Jalouzo. Jonathan, c'est ce qu'on appelle un early adopter. C'est un fan de la première heure puisqu'il utilise GraphQL depuis sa sortie et surtout, il est le fondateur du meetup GraphQL Paris. Jonathan est aussi lead développeur GraphQL chez Eurosport, donc autant vous dire qu'il est habitué des combats de boxe. Il n'est pas venu pour ça dans la dentelle. Donc avant de commencer, on voulait remercier nos soutiens, le collectif API Thinking, les meetup API Paris et GraphQL Paris. Bien sûr, un immense merci au crew API Days. Merci encore d'avoir accueilli cette folle idée d'organiser le clash au sein de votre événement. Et bien sûr, merci aux deux clasheurs d'avoir le courage de monter sur le ring aujourd'hui. Et merci à vous, participants d'API Days, membres de la communauté du Clash, merci d'être là. Sur ces belles paroles, le combat va bientôt commencer. Je vous invite à poster vos questions et à voter sur la plateforme Opin à tout moment, parce que Clash oblige, à la fin, nous allons remettre les traditionnels trophées. Trophée du meilleur troll, trophée du meilleur uppercut, et bien sûr, le trophée du meilleur clasher. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, combat! Donc, parti pour le round 1. On va commencer par Jonathan. Jonathan, je vais te demander de nous expliquer pourquoi tu vas mettre KO Arnaud en un seul argument. Déjà parce que GraphQL aujourd'hui, ça remplace REST dans la plupart des boîtes. D'ailleurs, tous les GAFA quasiment. Donc, c'est ça qui va mettre KO directement REST.
Déjà, pourquoi ça a été inventé REST? On va reprendre dès le début. Enfin, pourquoi ça a été inventé GraphQL? GraphQL, c'est D'accord. arrivé par Facebook il y a quelques années. Parce qu'ils avaient justement un problème avec REST. C'est que pour afficher une page Facebook, il fallait faire 200 appels REST pour réussir à avoir enfin son feed. Parce qu'ils ne savaient pas Compliqué. designer d'API, tout Mais ils simplement. savent toujours pas, du coup, Facebook, c'est un peu compliqué pour eux. C'est pas trop les leaders. Et donc aujourd'hui, beaucoup de mal avec eux. Et REST, ça restait très compliqué. Et donc Lee Byron, qui est un peu le créateur, a mis 3 ans pour mettre en place cette technologie. Ça permet aujourd'hui de faire, au lieu d'appeler juste une ressource, d'appeler plusieurs ressources en même temps, d'aller chercher plusieurs données, d'aller récupérer plus vite et de faire un seul appel API plutôt que 25 000 appels HTTP. D'ailleurs, cacahuète tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran, voilà, juste là. Je vais vous montrer directement la différence qu'il y a entre REST et GraphQL. Bon, ça, c'est The Restaurant. Voilà, c'est que je demande un burger, j'ai un burger. Ça marche très, très bien. Par contre, je veux un burger sans fromage, c'est pas possible. Hein. REST, il peut pas le faire. Il ne sait envoyer que son burger complet tout le temps. C'est la même chose hein, pour les gens qui aiment la salade. C'est pas trop mon cas, mais voilà, ça marche aussi. On veut une salade, En il tout envoie cas, la il a l'air salade. bon, ton restaurant. Il est très très bon. Mais en GraphQL, il est encore meilleur. Parce qu'en GraphQL, c'est ça. Moi, je peux tout récupérer quand je veux, où je veux, en une seule et unique requête. Voilà, je peux avoir mon fromage, ma dinde, donc mon repas de Noël est tout prêt. C'est ça la différence, la grande différence qu'il y aura entre REST et GraphQL. Et donc, l'indigestion. Et l'indigestion, bien sûr, mais pas que. Parce que moi, au moins, ce que je peux faire, c'est vraiment demander ce que j'ai envie. C'est-à-dire que, voilà, on a d'un côté REST qui va me renvoyer mon burger tel quel. Et moi, si je veux, je peux y mettre plus de laitue, plus de pain, plus de fromage ou moins, comme je veux. Et donc, je gagne en performance à chaque fois que je fais un appel. Aujourd'hui, REST, c'est utilisé, GraphQL, c'est utilisé dans tous les GAFA, ce que j'ai dit. Aujourd'hui, Lapsus. vous pouvez. Ouais, lapsus révélateur. Aujourd'hui, vous allez l'utiliser. Il y a Medium, vous avez Twitter, vous avez Facebook qui utilisent cette techno et beaucoup, beaucoup de sites de médias français. J'ai moi-même participé à la plupart. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment la techno qui permet de tout faire. Voilà. Les fronteux, ils reprennent le pouvoir. Je vous montrerai dans ma démo, mais c'est aussi le gros avantage, c'est que il y en a marre des gens du back-end qui décidaient à notre place de dire voilà, moi je t'envoie comme ça, tu te débrouilles, c'est comme ça que tu dois appeler. Non, le front-end reprend le pouvoir et prend ce qu'il a envie d'afficher à l'instant T. Donc, je pense que j'ai fait le tour et je vous montrerai le reste lors de ma démo. Le reste, c'est bien ça. Le reste. Ok, pas mal. Ok, Bon, c'est on pas commence mal. fort, Hein. Jonathan. Merci. Et Voilà. à toi, Arnaud. Et oui, le meilleur. Alors, pourquoi REST is the best? Bon, alors je pourrais dire tout simplement que les API REST, c'est juste ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Hein. Il y en a des millions. Sans elles, pas Le de pétrole web, pas aussi, c'est d'internet, pas pour autant qu'il faut le garder. pas d'application mobile. C'est grâce aux API REST qu'on parle d'API économie, hein, qui fait que les entreprises deviennent programmables. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite. Hein. Vous voulez faire n'importe quoi, il y a une API REST pour ça. Tu veux faire du paiement, il y a l'API REST de Stripe. Tu veux faire des télécoms, il y a l'API REST de Twilio. Tu veux, je sais pas, détecter des chatons dans une vidéo, il y a l'API REST Azure Computer Vision. Énormément d'entreprises mettent à disposition leur savoir-faire hyper pointu au travers d'API REST ultra simples, utilisables par le commun des mortels sans avoir à se prendre le chou. Mais le vrai argument, c'est pas celui-là, c'est ce qu'il y a à la source de tout ça. Pourquoi les API REST sont aussi simples à utiliser? Et là, pareil, cacahuète, s'il vous plaît, la régie. C'est grâce au protocole HTTP avec son interface uniforme. Quelle que soit l'API que j'utilise, quelle que soit l'API que j'utilise, je sais que quand je vais vouloir lire quelque chose, je vais faire un get machin. Quand je vais le modifier, je vais faire un put bidule. Si je reçois une 404, je sais ce qui s'est passé. Et pour avoir tâté de la gestion des erreurs avec GraphQL, j'ai bien mangé à l'époque. Donc, tout est très simple, super simple. Vous voulez faire du multilingue, c'est out of the box, il n'y a pas à réfléchir. La gestion du cache, on n'en parle même pas. Donc, voilà. Donc, avec le protocole HTTP, c'est déjà super fort. Mais REST, c'est bien plus que le protocole HTTP. C'est un principe d'architecture qui a été défini il y a une vingtaine d'années.
par Monsieur Rolf Hiding. Et l'idée, c'était de définir un style d'architecture distribuée pour expliquer le fonctionnement du protocole HTTP. Mais surtout, dedans, il y a des principes très forts que n'importe quelle application distribuée, donc un truc qui tourne sur Internet, par exemple, digne de ce nom, devrait prendre en considération. Comme GraphQL? Ah non, peut-être pas. Et donc, avec ce style d'architecture, des principes, interface uniforme, gestion du cache, indépendance client-serveur. Ça, GraphQL met tout ça à la benne et c'est pas une bonne idée. Exprès. Voilà. Donc, si vous voulez faire du web sérieux, si vous voulez faire des API qui marchent sérieuses, faites du REST et pas du GraphQL. Ouais, mais alors attendez les gars, là. J'ai une petite question rapidement. Jonathan, tout à l'heure, tu disais Facebook, tu parlais de Facebook, de je ne sais plus quelle autre entreprise, Twitter, de grandes de entreprises, Medium. de Twitter, Exactement. Eurosport. Bon, Deliveroo. moi, je ne suis pas Eurosport, je ne suis pas Twitter, je ne suis pas Facebook. Je suis une entreprise qui veut développer des API. A priori, je n'ai pas besoin de GraphQL. Ah, si tu veux faire du REST a serveur l'air to un peu serveur, plus simple pour ça. Alors, REST n'est pas plus simple. La preuve du schéma, et il faut connaître le code HTTP par cœur, il faut connaître ce que c'est une 400, une 402, une 403, une 404, une 405. On est toutes les 5 secondes en train de regarder la doc. Moi, en un poste, je te fais la même chose que te fait ton API REST en 25. Mais après, c'est un choix. Ensuite, moi, je reprends la main grâce à GraphQL sur la partie front. C'est-à-dire qu'en front, moi, je vais pouvoir réussir à afficher plus de data en une seule et unique requête. Parce que pourra pas faire REST, il sera bloqué. À un moment, voilà, il va aller chercher d'abord mon burger. Et donc, tu vas faire une requête salle. spécifique à chaque écran et donc recharger sempiternellement le nom de ton client parce que tu peux faire la requête à chaque écran, comme un gros bourrin. On peut aussi mettre du cache. Et c'est ça l'important. Du cache. Je crois qu'on parlait de cache juste avant d'ailleurs. Hein. Ouais, juste le talk d'avant, mais il fallait écouter Arnaud quand on parle de GraphQL. Du coup, le cache, ça va être méga important. On va pouvoir le mettre sur notre API, mais on va aussi pouvoir le mettre en front. Parce que GraphQL, c'est pas juste une API, c'est tout un écosystème du front, du back-end. Et il est gratuit, d'ailleurs? Il est gratuit, entièrement gratuit. Entièrement gratuit, ouais. Entièrement gratuit, et je te le prouve, open source, et donc tout est gratuit. Y compris le monitoring? Y compris le monitoring. Si tu veux, tu peux le rendre gratuit. C'est comme REST, hein. Il suffit d'utiliser les bons outils. Bon, ça fight dur là, hein, d'entrée de jeu. On sent qu'il y a une rivalité, mais je demande à voir quand même. Hein. Donc ça tombe bien parce que je crois qu'on a préparé des petites démos. On va commencer cette fois-ci par Arnaud, puisqu'on a commencé avec Jonathan sur le round 1, donc round 2, l'instant démo. Donc Arnaud, l'instant démo. Alors, pour la démo, j'invoque Cacahuète, s'il vous plaît, la régie. Alors, les API REST. Alors, ce que j'aime bien avec les API REST, c'est... moi, mon boulot, c'est souvent d'expliquer ce que c'est les API à des néophytes, à des gens qui n'en ont jamais vu. Et ce qui est top, c'est qu'avec une API REST, vous prenez n'importe quel navigateur et vous allez pouvoir faire votre appel d'API sans avoir à trop réfléchir. J'ai fait une petite API bidon. Hein. Alors, juste pour montrer, hein. Je récupère bien du JSON. Voilà, c'est une liste de personnages des maîtres de l'univers. Donc, tout ce que j'ai fait, hein, c'est j'ai tapé l'URL de ma liste de personnages. OK. Je veux chercher des personnages dont le nom contient man. Je rajoute point d'interrogation name égale man. Bim, c'est ça dommage, marche. il manque une documentation quand même. Hein. Ah, mais t'inquiète. Il faut la trouver tout seul. Tu veux de la doc? Ah, je veux de la doc, moi. Pas de problème. Bim, tu veux de la doc. Non, j'ai pas pris la plus rapide. Voilà. Tu veux de la doc, très bien. Tu veux de la doc interactive, la voici, la voilà. Oh bah tiens, je peux chercher les caractères. Ok. Je fais mon appel d'API. J'ai ma réponse. Voilà. Mais le truc, c'est plus que ça. Donc ça, on peut démarrer facilement dans le navigateur. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Donc quand on fait un appel d'API, et ça d'ailleurs qu'on fasse du REST ou du GraphQL, on balance une requête HTTP.
Sauf que petite différence, c'est que quand on fait du REST, la requête HTTP, elle a un sens en elle-même. On utilise la sémantique du protocole. Donc là, je vais refaire ma requête. Alors, j'utilise un truc qui s'appelle HTTPy plutôt que curl pour les démos, parce qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc avec HTTPy, là, oups, je scroll un peu trop. J'ai balancé ma requête avec ma méthode HTTP standard get sur ma liste de personnages. On me dit 200 OK, donc le OK, tu l'as, tu n'as pas besoin de lire la doc. Puis comme c'est un 200, tu sais que c'est un succès, comme un 400 sera un plantage dû à toi, ou un 500 un plantage du serveur. Et après, j'ai mes données. Si je veux récupérer un autre truc, genre un personnage en direct, bah, c'est une lecture, j'utilise la même méthode HTTP. Donc là, je vais aller récupérer Musclor. Donc, quel que soit le truc que je vais manipuler, en lecture, je vais faire mon get machin. Ça va marcher. Un truc qui est pas mal, si je reviens un petit peu en arrière sur ma liste de personnages, toujours en parlant de doc, c'est que là, dans ma réponse, on me dit des trucs du genre, ah bah tiens, on va commencer par quoi? Tiens là, il y a un tas d'informations. On me dit notamment ici que, est-ce que tu as demandé, tu peux l'avoir dans d'autres formats, notamment du CSV. Là, c'est pas mal ça. Comment je fais pour avoir ma liste en CSV? Du CSV. Ouais, mais quand tu fais du serveur to serveur, c'est vachement pratique. Quand tu as des utilisateurs finaux qui manipulent des fichiers Excel, qui ont besoin de te pousser des données et qui les envoient en CSV, ça, je peux te dire que c'est vachement pratique dans l'autre sens dans l'input. Alors, donc, si je veux récupérer ma liste en CSV, bah, j'ai juste à dire, bah, je veux récupérer avec des escapes CSV. Magique, rien à faire, ultra simple. On me dit aussi autre chose. On me dit que, ah, mais tiens, en fait, là, sur ton caractère, tu peux faire du get, ça je l'ai fait. Ah, puis tu peux faire du post aussi. Ah ouais, post, c'est pour ajouter des caractères. Donc, allons-y. Je vais rajouter un caractère dans ma liste de caractères. Je vais dire qu'il s'appelle Zerg, et puis que c'est un vilain. Ouf, j'ai rajouté mon truc. Il a été créé. On me dit qu'il a été créé à cet endroit-là. Donc déjà, je sais tout de suite où je vais pouvoir aller récupérer les infos sur le sujet, ainsi de suite. Là, j'ai rajouté Zerg, c'est un vilain, pour vous montrer les autres méthodes HTTP qui existent. Quand on veut modifier quelque chose ou le créer, quand on connaît déjà son identifiant, on peut utiliser une méthode qui s'appelle put. Par exemple, je vais dire que Zerg, c'est un pote de Skeletor. Et Skeletor, donc, il a ses sidekicks. Et donc, je vais faire un put sur Skeletor, ses sidekicks, et je vais dire dedans, bah, je mets Zerg. Hop, donc là, j'ai rajouté Zerg. Et maintenant, si je récupère toujours, ah bah, je veux la liste des sidekicks, c'est une lecture, je fais get. Je récupère ma liste de potes de Skeletor avec Zerg. Bon, et si je veux supprimer Zerg, ouais, vas-y. En gros, là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu connais le protocole HTTP, les codes erreurs, les méthodes. À partir de là, REST, c'est simple et intuitif. C'est ça. Et puis là, je vous montre mon API. On va finir là-dessus. Donc là, j'ai délité tranquillement Zerg. Si je reviens, Zerg, il n'est plus là. Là, c'est mon API. On peut se dire, ouais, c'est ton API, elle marche comme ça. Ouais, pas de problème. Qui est-ce qu'on peut aller voir? Alors, là, je passe par un autre outil qui s'appelle Postman. Ah ouais, ça, c'est pas mal aussi parce que l'écosystème REST, autour des API REST, il est quand même vachement bien rempli. Alors bon, même si Postman, ils font du GraphQL maintenant, hein, soyons honnêtes. Ils ont dû s'y mettre, hein, vu que ça devient les leaders, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, je disais, une autre API. Bah, si je vais, par exemple, sur une API de Donjons et Dragons, ça là, elle est pas mal. Si vous voulez connaître toutes les règles de Donjons et Dragons et tout ça. Donc, par exemple, bah, celle-là, je démarre, je fais mon appel sur la racine de l'API. Là, on me dit tout ce qui est disponible. Les sorts, les monstres, les trucs, les machins. Donc, par exemple, je vais aller chercher un sort. Hop, bah, je fais mon get sur mes sorts. Et là, j'y filtrerai par nom. Et j'ai récupéré mes sorts. Comme dans mon autre API, en fait.
Donc, ce qui est top, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir d'une API à l'autre. Et là, quand on parle d'API publique qu'on va vendre au plus grand nombre, eh ben, c'est vachement important. Parce qu'aujourd'hui, les API GraphQL, il y en a, elles sont privées dans la grande majorité des cas. Les API publiques, elles sont restent. Un autre truc, c'est... Qui ça? GitHub. GitHub. Ouais, d'ailleurs, GitHub, ils font des API. Tiens, on va la tester après. Les API GraphQL de GitHub, elles tournent comment? Ça s'appellerait pas les API REST en sous-marin? Ah oui, mais en interface, ça reste du GraphQL. Bah voilà. Oui. Juste pour vous montrer les fameuses... Alors, attends, ce que tu dis, ouais. Ce que tu dis, c'est que là, on a des API GraphQL, mais derrière, en fait, c'est des API REST. C'est-à-dire que l'API GraphQL appelle une API REST. C'est bien ça que j'ai compris? Je vous montrerai juste après, exactement. On peut appeler plein de trucs, nous, on choisit. On peut avoir plein de sources de données dans la même API. Voilà, et donc que j'appelle mon API DND ou une autre et que je demande un truc qui n'existe pas, je vais me choper une 404. Alors, le format d'erreur peut varier d'une API à l'autre, mais j'ai une compréhension tout de suite du truc parce que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. Et ça, franchement, en matière de design d'API, qu'on parle de HTTP ou GraphQL ou peu importe, faire des trucs qui ressemblent à notre API, nos API ou les API du reste du monde, en termes d'expérience utilisateur, c'est hyper important. Toujours faire pareil. Si je vais on aurait la même chose si tout le monde faisait du GraphQL. Ouais, mais là, du coup, ça ne marchera pas. Le premier. Je suis arrivé le premier, enfin, Rest est arrivé le premier et je pense que ce sera le dernier, en fait. Parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé. Hein. Donc, chez GitHub, pareil, hein, je peux lire mes repos en utilisant toujours la même mécanique. Je fais mes get, je fais mes patch ou mes put. Tiens, là, si j'essaie de supprimer un repo, ah mince, je me suis fait jeter. C'est une 403. Même si je ne sais pas ce que c'est 403 exactement, une 400, je sais, c'est moi qui ai merdé. Là, en plus, quand on utilise Postman, on a le rappel de pourquoi c'est pas bien de 403. Et surtout, ici, on a un petit message qui nous dit ce que c'est. Et un truc pas mal dans l'API REST de GitHub, c'est que quand vous plantez quelque part, il y a le lien vers la doc. Et dans l'API de démo, je l'ai mis aussi. Et ça, c'est franchement hyper pratique. Donc voilà, donc le truc qui est vraiment hyper important avec les API REST, au-delà du fait que oui, c'est celles qui sont le plus utilisées, mais effectivement, elles étaient là avant, c'est vraiment cet aspect, l'interface uniforme, d'avoir tout le temps les trucs qui se passent de la même manière. Dans une API GraphQL, quand je veux supprimer un truc, on va passer par les mutations. Et les mutations, c'est quoi alors? Attends, c'est delete repo, c'est remove repo, c'est suppress repo. Ah, je sais pas. Ah, c'est ballot, hein? Parce que dans une API REST, on n'est pas obligé juste de delay, de update et de read. Toi, on a le droit de faire plein d'autres trucs. Le monde du web, c'est pas juste. Mais dans une API REST, tu peux aussi faire plein d'autres trucs. Oui, à chaque appel. Je le fais non, mais ça, après, c'est une question de granularité de design. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'apprends aux gens à designer des API. Et franchement, si vous espérez résoudre vos problèmes de vous ne savez pas designer des API REST en passant au GraphQL, c'est pas mieux. Hein. Ça ne va pas changer vos problèmes. Ça va juste reporter vos problèmes dans une autre techno. Hein. Vous pouvez essayer de faire en SOAP, ce sera pareil aussi en gRPC. Voilà, il faut apprendre à designer ces API. C'est pour ça que autant j'entends le discours de oui, il faut rendre le pouvoir au front, mais il faut quand même le faire de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Juste, petit rapide. Tu connais aucune API REST qui fait n'importe quoi. De toute façon, j'ai vu des API SOAP et des API REST qui font n'importe quoi. Voilà. Mais avec GraphQL, comme tu as la facilité de faire ce que tu veux, dire à chaque écran, je fais exactement la requête qui va bien. Et derrière, très souvent, la gestion du cache, il ne faut pas se leurrer, c'est fait n'importe comment. Allez, en parlant de cache, on dit souvent on fait de l'overfetching avec REST. Là, par exemple, je vais lire un truc, je vais lire un personnage. Hop, j'ai récupéré Tila. C'est quoi l'overfetching, Arnaud? L'overfetching, c'est ramener trop de données quand on n'a pas besoin. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est récupérer la donnée et surtout les données quand elles ont bougé. Donc, ce qui est pas mal avec HTTP, c'est qu'out of the box, tu as un mécanisme où tu peux dire, quand tu renvoies tes données, tu as un truc qui s'appelle le e-tag qui te dit ça, c'est la version du truc que tu viens de récupérer.
Et derrière, quand je lui dis « Alors maintenant, tu vas me lire le truc uniquement si les données ont bougé, parce que moi, la dernière version que j'ai, c'est celle-là. » Bim, là on dit « Ah non, en fait, ça n'a pas été modifié. » Oui, mais là, c'est pas REST. Ça, c'est HTTP. Ça Ouais. marche partout, hein. Je le fais en GraphQL, je le fais en SOAP, je le fais en tout ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle un CDN. Ouais. Et dans tes mutations, tu l'utilises quand tu balances ta grosse query de la mort, là, ça marche le tag? Ben oui, tu peux l'utiliser. Regarde encore la conférence de juste avant. Tu peux faire quand du tu Tu peux cache, l'utiliser, faire du mais est-ce CDN. qu'on l'utilise? Voilà. Ah, ça, c'est encore une fois un autre débat. On parle pas de est-ce que c'est bien fait, on demande si c'est possible. C'est possible. Pas Et toujours donc, bien fait. quand tu récupères justement tes clients, tes comptes, tes trucs, tes machins et tout ça, le e-tag, il s'applique à quoi? Il s'applique à ce que tu vas aller chercher. D'accord. En fait, c'est Donc, ce qu'on s'il y a appelle. un pouillem, disons, comme tu as fait un appel où tu ramènes tout, s'il y a un pouillem qui change, tu ramènes tout. Mais tu rechanges, oui. Mais Ah, généralement, voilà. ton front, il fait toujours les mêmes Bon. appels. Ah, ben voilà. Ouais. Et oui, Bon. donc overfetching. Dernier Overfetching. point en termes Arnaud, on va d'écosystème. bientôt passer à Ouais. Jonathan. On te Juste, laisse, point super important, 30 secondes. designer vos API en amont et utiliser le format OpenAPI pour formaliser le contrat. Derrière, vous avez ce que je vous ai montré avec la doc. J'utilise ça pour l'implème. Tous mes contrôles sont faits grâce à OpenAPI. Et ça, c'est franchement hyper important d'avoir cette approche, quel que soit le type d'API que vous faites. Designer en amont, formaliser votre contrat d'interface et derrière, vous allez pouvoir bénéficier de tout l'outillage que vous apporte votre écosystème. Bon, alors j'ai une question pour toi, Jonathan, pour démarrer, pour faire la transition. Donc en fait, là, on vient de dire que peu importe la technologie, finalement, l'important, ce qui est très important, qui est le plus important même, c'est un bon design au début. Ce que vient de dire Arnaud aussi, c'est que, a priori, enfin moi je le comprends comme ça, a priori, GraphQL offre des facilités qui finalement peuvent être un raccourci par les développeurs front et qui ne vont pas dans le sens finalement d'un bon design. Donc, si je la refais, on peut avoir un mauvais design, pardon, et utiliser GraphQL et tout va bien se passer. On est content au début, mais à long terme, je ne suis pas sûr que ça soit une super approche. Pour répondre à ça, c'est bien sûr, tous les devs, on peut faire une mauvaise API avec n'importe quelle technologie. Avec GraphQL, c'est pas si open que ça, parce que nous, on type fort déjà notre entrée, notre sortie. Donc dans tous les cas, on peut pas envoyer ce qu'on veut. Il va falloir faire attention. Le front, il va faire très attention à ce qu'il va devoir envoyer, parce que sinon, ça va lui péter une erreur. Pareil pour le back-end, quand il va renvoyer, s'il essaye de mettre un string dans un integer, ça casse. Oui, enfin, ça c'est pareil pour REST. Hein. Non, ça c'est quand tu vas le coder dans REST. Moi, c'est directement fait dans le GraphQL. Ok. Bon, tu vas nous montrer tout ça. Et je vais vous montrer juste après. Alors, cacahuète. Bon, déjà, comme je vous disais, nous, on a quand même déjà pas mal d'outils, malgré que ce soit une techno assez jeune, on va pas se mentir. C'est quoi Apollo Server? Alors, j'ai vu Apollo Server, Apollo partout dans GraphQL, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Alors, GraphQL, on est d'accord que c'est juste une explication de qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, comment ça doit être fait et comment il faut le faire. Il y a plein d'outillages maintenant qui sont créés et aujourd'hui, le plus gros, ça va être Apollo. Donc, c'est celui que j'utilise le plus. Il va nous permettre de faire à la fois du serveur et du client en GraphQL. Et là, moi, tous mes exemples, je les montre dessus, mais il existe d'autres technos, hein, typiquement sur Python. Il y a Tartiflette qui a été créé par une boîte française qui s'appelle Dailymotion, qui sont quand même pas les moins bons. Et il y a d'autres technos aussi en .NET, il y en a en PHP, je le conseille pas, parce que c'est pas fait trop court. Mais voilà, il y a plein de technos qui permettent de faire du GraphQL. Nous sommes en 2021. Et bien, PHP est encore vachement utilisé. Exactement, je suis assez d'accord. Et c'est facile de faire des API REST avec d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est une techno simple, du coup c'est simple. Donc partons sur du GraphQL et moi aussi je peux faire des curls. Ça ne sert pas à grand chose, hein, mais bon, disons qu'on a envie d'en faire un. Voilà, moi aussi ça me répond. Je n'ai pas besoin d'utiliser 15 000 outils. Ouais. Par contre, tu ne peux pas faire la démo avec je tape direct dans l'URL. Non, parce que moi, quand je propose une API, je vois directement ce qu'elle peut faire.
On va vous montrer directement ça. Déjà, par défaut, GraphQL, ça va vous générer une documentation, puisque quand vous allez tout créer, la documentation va s'auto-générer. C'est ce qu'on appelle l'introspection. Là, vous voyez trois mots-clés super importants dans GraphQL qui sont les queries. Ça équivaut en reste à tout ce que vous faites avec le get. Les mutations, c'est ce qui vaut à ce que vous faites avec le post, le delete et le patch. Ce que disait Arnaud tout à l'heure, oui, nous, on n'a pas besoin d'avoir 15 000 mots-clés. Une mutation parle d'elle-même par son nom. Et vous allez voir que ça fait exactement ce qu'elle dit. Et vous avez les subscriptions. Alors ça, c'est le big pouvoir de GraphQL. C'est de directement faire des WebSockets via notre API. Et là, c'est le petit plus. Alors, comment ça marche tout ça? Moi, je vous montre directement du code parce que c'est quand même plus sympa. On est des devs. Ça, c'est un serveur GraphQL. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, on crée un petit serveur. Voilà, c'est du Node. Hein, donc, c'est un petit serveur Apollo qui va générer tout notre GraphQL. Et derrière, on va faire du typage. C'est la première chose qu'on fait. Et justement, la différence entre REST et GraphQL, c'est qu'en GraphQL, la première chose qu'on va faire, c'est de créer les types de notre API et donc de réfléchir à comment elle va répondre à notre front. Et on fait ça aussi dans REST, hein, il y a OpenAPI pour ça. Oui, sauf que pas grand monde en fait malheureusement. Donc, vous allez commencer par faire de la query, typiquement. Moi, on va rester sur les plats. Je vais créer deux queries, une qui, je prends un plat et je lui donne un petit ID. Vous voyez, on a déjà un type qui s'appelle ID. Ça, il est obligatoire. Du coup, si on ne le met pas, GraphQL va directement nous péter une erreur. Voilà. On va recevoir une erreur avec un petit message très compréhensible. En anglais. Bon, je pense que tout le monde va y arriver. Et ça va nous renvoyer ce qu'on appelle un plate. Bon, je vais directement regarder ce qu'il y a dedans. Ah ben voilà, dans le type plate, on voit, il y aura un type ingrédient qui est une liste. Donc ça, c'est les petits crochets que vous voyez juste autour. Une liste d'ingrédients qui est lui-même un type. Et on peut descendre comme ça dans toute notre API. Vous pouvez aussi le voir directement dans cette doc. Quand vous êtes dans la documentation. Quand tu fais là toutes tes descriptions de schémas et tout, tu as des outils pour le faire de manière visuelle ou pas? Alors, non, tu peux le faire là directement. Et non, il n'y a pas d'outil pour le faire de manière visuelle. En fait, après, ça génère directement cette partie-là qui, du coup, est très visuelle. Hein. Et du coup, quand tu fais du REST, tu peux utiliser un truc genre Stoplight Studio, tu t'écris ton contrat d'interface et ça te génère toute la partie schéma sans avoir à décrire les schémas à la main. Il existe des générateurs. Hein. Tu peux par exemple prendre un générateur où tu commences à écrire ce qu'on appelle les resolvers, c'est ce qui résout une query, et ça va te générer directement tes types. Ça peut être et très du coup, sans troller, hein, quand tu as aussi l'approche de tu peux écrire ton code et tu mets des annotations et ça te régénère le schéma ou pas? Non. Non, enfin, en tout cas, je ne connais pas d'outils qui le font. Peut-être que ça existe. Hein. Après, les annotations, voilà, je ne suis pas tout le temps fan, mais ça peut arriver. Je crois que il y en a qui aiment bien, justement. Hein. Ouais, je crois que tu peux le faire avec Nest.js. Je crois que ça existe. Donc ensuite, vous avez directement ici, vous pouvez tester votre API, vous choisissez ce que vous voulez envoyer. Voilà, moi je veux lui mettre tous les ingrédients, je veux l'ID, le name, le file et la colonne. Donc là, vous voyez, ça récupère ici tout ce qui s'est passé. Et donc, vous avez tous vos champs. Là, ce qui est intéressant, c'est direct de comprendre comment ça va marcher. Ce qu'on appelle ici la query, qui s'appelle all ingrédients, va renvoyer ce qu'on appelle des fields. Le field, c'est l'ID, le field name, le field file et le field colonne. Moi, ici, j'appelle à la fois une base de données qui va récupérer mon ID, mon nom et mes calories. Et le fichier, c'est encore un autre service qui va le faire. On le voit directement ici dans mes calls. Vous voyez bien ici mes calls. Vous voyez que là, on a appelé les get ingrédients. Et derrière, ça va appeler plusieurs fois des files. À chaque truc va appeler un file. Si je l'enlève… Tu peux gérer la transmission de fichiers dans une API GraphQL ou pas? Oui. Ouais, il y a un type qui s'appelle upload, enfin qui s'appelle file, et du coup, tu peux uploader directement des fichiers. Heureusement, sinon, je ne parlerai même pas de GraphQL. Et tu peux uploader des fichiers et des métadonnées en même temps? Tu peux uploader des fichiers et des métadonnées en même temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on va prendre l'exemple, moi, je suis un front et je n'ai pas besoin des fichiers au moment où j'en ai besoin. Hop, je n'ai pas les fichiers et du coup, je n'ai pas les appels. Gain de performance sur mon back-end. Ça lui évite des appels API, ça peut lui éviter des appels à une base de données, et là, on gagne vraiment. Ce qu'on peut faire aussi, et ce qui est super intéressant pour les fronteux, souvent, quand on est en front, on est en train de faire notre page, je prends par exemple l'exemple de React, et moi ici, le name, je ne l'appelle pas name, je l'appelle title, et eux, ça les embête de prendre les objets, faire un map dessus, et puis changer de nom. Ils n'ont pas besoin en GraphQL. En GraphQL, ils font ça, et leur sortie s'adapte directement.
à la place d'appeler name, ça s'appelle title. Ce qu'ils peuvent faire aussi en GraphQL, c'est pas mal, par exemple, ils ont besoin de d'appeler 2 fois, par exemple, une autre API. Bon, là, on va dire qu'il peut appeler directement le plat de quelqu'un. Donc ici, vous avez un plat. Pour l'instant, il est vide, il a 0 calories. Si je le mets à la suite des ingrédients, hop, et que je l'appelle, il va appeler à la fois la query qui fait les ingrédients, à la fois la query qui fait les plats. Donc typiquement sur ma page, je peux afficher tous les ingrédients et le plat que le mec est en train de choisir directement en un seul et unique appel API. Ouais, et qu'est-ce qui limite du coup le fait que je puis mettre 250 000 requêtes avec une profondeur de dingue dans le truc? C'est quand on doit réfléchir à ce genre de sujet, c'est qu'il faut aller voir nos front-ends où on a plein de plugins dans le code qui permettent de le faire. De dire, par exemple, on ne peut pas dépasser une certaine taille ou on ne peut pas avoir le temps de field. Tout ça, c'est des petits plugins que tu rajoutes dans ton API et ça envoie un message d'erreur. Classique comme une API classique. On va faire un peu de mutation pour voir. Donc, vous voyez, une mutation, c'est comme une query. Donc là, je vous aide, hein, ça va ajouter des ingrédients dans mon plat. On lui donne un ID d'ingrédient, un ID de plat, on envoie la mutation. Voilà, dit que ça s'est bien passé, ça me dit voilà, moi aussi j'ai un petit statut de centre, très beau. Et c'est normalisé les trucs là, le add, machin, tout ça? Non, ça, c'est pas mal normalisé, c'est à nous de décider, c'est au back-end. Donc quand je passe d'une API à l'autre, ensemble. du coup les normes sont pas les mêmes, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Les normes sont les mêmes sur le ton mutation, le fait que une mutation doit faire un changement dans quelque chose. Ça d'accord, mais par contre le add, voilà, si je vais dans un resto français, ce sera ajouter ingrédient dans le plat, quoi. Exactement. Après, c'est pareil. Si je peux écrire, au lieu de caractères dans ton API, je peux écrire personne. Ça marchera mais aussi. par contre, avec l'interface uniforme et les méthodes standardisées, tu sais comment les manipuler tout de suite. Oui. Mais moi, je sais manipuler en GraphQL. J'ai juste à appeler. Et en plus, si je clique ici, hop, directement, ça va m'afficher les arguments qu'il peut prendre et les sorties qu'il peut prendre. Et je peux même les ajouter à la mano. Donc, c'est directement fait. Et comment je fais la différence entre les mutations qui sont idempotentes et celles qui ne le sont pas? C'est-à-dire celles que Ça, je il n'y vais a pas pouvoir de différence. En fait, c'est plutôt savoir comment ton API doit fonctionner. Donc, si tu regardes comment les types vont être sortis, ou alors tu rajoutes. Moi, je n'ai pas mis dans mon API ici, mais tu peux rajouter, là, il y a écrit no description. Je peux le rajouter directement dans mon typage et dire à quoi ça sert. Parce que du coup, dans REST, les méthodes HTTP te permettent de le dire tout de suite. Le dernier point, du coup, puisqu'on va sortir un peu d'HTTP, il y a d'autres choses que HTTP. Il y a WS, WebSocket. Typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une WebSocket qui va me dire, c'est ce qu'on appelle une subscription. À chaque fois qu'un ingrédient va être ajouté quelque part dans un plat, je vais recevoir la notification. Donc là, ça a mis en route une WebSocket. Vous voyez, elle est en listening. Et là, j'ajoute, et hop, directement, elle me dit, tiens, c'est du fromage qui a été ajouté. Si j'ajoute un autre ingrédient, on va prendre l'ingrédient 3. Hop, c'est du pain qui a été ajouté. Ça, c'est super bien aujourd'hui. Dans tous les front-ends, c'est utilisé pour typique les paniers. Voilà, comment on crée un panier aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Souvent, les fronts, ils étaient obligés de faire une boucle. Oui, j'ajoute dans le panier, alors je reste en attente, je boucle. Bah là, maintenant, ils le font directement avec une subscription GraphQL. Chez Eurosport, pas mal. Par exemple, la data sportive. Et du coup, dans ta WebSocket, après, tu as la communication bidirectionnelle ou elle est utilisée que en remontant, du coup? Avec que en remontant. D'accord. Pour ça, il y a un truc sur HTTP qui s'appelle Server Sent Event. Et parce que le problème de la WebSocket, alors ça, c'est pas après, ça reste, c'est pas le sujet. C'est la WebSocket, c'est qu'il y a beaucoup de d'entreprises qui les bloquent, qui fait que les outils qui s'appuient dessus ne fonctionnent pas. Et ça, c'est hyper relou. Mais je pense que avec un peu de temps, c'est comme au début, hein, quand on a voulu faire des puts, des patchs et des deletes, c'était bloqué par les proxy corporate. Je pense qu'ils vont ouvrir je pense que tu as raison, Arnaud, effectivement. Et c'est qu'une question de temps pour que tout ça se libère un petit peu. Merci à vous deux. Vous avez amené des arguments plutôt convaincants. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses, notamment, je pense, aujourd'hui sur GraphQL, qui est une technologie entre guillemets émergente. Donc, on va passer au troisième round. C'est parti, Cacahuète, s'il te plaît, si tu peux envoyer le jingle. Alors, avant de commencer, un petit rappel par rapport
au vote. À mesure qu'on avance, vous pouvez en voter en live Arnaud ou Jonathan, si vous êtes déjà convaincu par l'un ou par l'autre. Et donc, le troisième round va commencer. C'est ce qu'on appelle l'instant Jacques Dutronc, puisqu'en fait, on va vous demander un petit peu de retourner votre veste. Chacun par rapport, Arnaud, par rapport à GraphQL, ta position. Est-ce que finalement, GraphQL ne serait pas bien pour tel ou tel cas d'usage? Également, Jonathan, de mon côté, est-ce que tu vois des intérêts à utiliser REST? Tout à l'heure, on a parlé d'une chose intéressante, c'est que GraphQL est utilisé avec REST. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. On a du GraphQL et derrière, on peut avoir du REST. Donc, c'est qu'il doit y avoir un avantage et des inconvénients aux deux technologies. Qui veut commencer? Arnaud, Jonathan? Allez, je me lance. Non, vas-y. Vas-y, Arnaud. Vas-y, ouais. Alors, je ne m'appelle pas API Handyman pour rien. J'ai une boîte à outils. Et puis, je suis architecte. Et voilà, là, j'ai fait le fanboy. Mais c'est vrai que GraphQL, c'est un outil que j'ai dans ma boîte à outils. Et quand on veut faire un back-end pour front-end un peu optimisé pour justement pouvoir récupérer un certain nombre de choses de manière plus efficace, c'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Parce qu'on va éviter beaucoup de requêtes, même si on a bien designé notre API. Il y a des cas où, de par les fluctuations dans les évolutions qu'on veut faire notre front, c'est difficile d'avoir le truc complètement tailor-made. Donc ça, franchement, pour ça, c'est vraiment pratique. Et dans le cadre des API, entre guillemets, publiques, il y a des cas où je considère que GraphQL, c'est vraiment un bon truc. Par exemple, GitHub. GitHub, c'est l'exemple parfait de l'endroit où, fallait faire du GraphQL parce que ils ont énormément de données que tu peux recouper dans tous les sens entre les repos, les utilisateurs, les commits, les machins, et que pour manipuler GitHub en général de manière automatisée, tu as besoin de faire des croisements de données un peu dans tous les sens. Et là, GraphQL se justifie pleinement, là où avec une API REST, ça peut être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Ok. Merci Arnaud. Jonathan? Ça va être exactement pareil. Je suis assez d'accord avec Arnaud. Aujourd'hui, en fait, moi, GraphQL, j'utilise toujours en BFF. Voilà. C'est pas Best Friend Forever, hein. Mais juste Backend for Frontend, c'est super important. Et après, derrière, souvent, c'est du reste. Les communications, on en a parlé depuis le début, mais serveur to serveur, du GraphQL, c'est souvent pas adapté. Ça a peu d'intérêt parce qu'en vrai, on sait exactement ce qu'on veut. On veut souvent tout. On veut pas une partie de la donnée. Donc aujourd'hui, GraphQL, ça s'appuie beaucoup sur des API REST. D'ailleurs, en Apollo, ils ont ce qu'on appelle un REST data source, c'est-à-dire que la data, on va la chercher en REST. Donc, on récupère la query formée par le front et après, on va chercher dans plusieurs API REST. C'est ce que fait la plupart des API aujourd'hui GraphQL. Et le tooling, là, je vous ai montré un tooling très beau parce que Apollo, il travaille dessus depuis quasiment la sortie. Vous allez dans d'autres technos, le tooling, c'est pas le même. Souvent, c'est très fait maison. C'est pas très adapté. Postman, typiquement, ils ont mis beaucoup de temps à arriver sur GraphQL. Il fallait utiliser autre chose. Sur REST, aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est là et donc c'est très simple à utiliser. Et le fait que REST soit vraiment basé sur HTTP, on prend juste le monitoring. Vous prenez l'access log de votre serveur web. Sans rien avoir à faire, vous êtes capable de voir quels sont les appels d'API qui sont passés, ceux qui ont marché ou pas. Donc ça, c'est quand même... Parce que malheureusement, GraphQL, ça renvoie de la 200 même quand c'est en erreur. C'est ça. Et donc, c'est vraiment... Là, le protocole HTTP est utilisé comme couche de transport, comme on l'avait avec SOAP avant. Et ça, du coup, ça masque un peu les choses. Mais après, c'est comme toujours. Hein, c'est la bonne réponse, je pense, c'est toujours... ça dépend, quoi. Il faut vraiment... pas se dire je vais prendre GraphQL parce que c'est trop cool, c'est trop génial. Non, il faut vraiment le prendre quand on a effectivement besoin parce que sécurité, gestion de la complexité des requêtes, c'est quand même pas neutre. Et surtout, derrière, n'oubliez pas, posez-vous la question, pourquoi je suis en train de faire cette API? Pourquoi je pense à faire une API? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pour vendre un produit à plein d'autres? Est-ce que c'est pour faire du serveur? On en revient au design. Et il faut vraiment se poser la question, avant même le design, c'est à quel besoin j'essaie de répondre, dans quel contexte je me trouve, et après, on choisit la technologie, parce qu'aujourd'hui, on fait GraphQL versus REST, mais il y a gRPC aussi. Et on pourrait presque faire un combat à 3. Quoi. Prochain fight, peut-être. Voilà. Non, bon, ok. Moi, je retiens deux choses. Bon design,
Et à partir du design, on choisit l'outil. En fait, c'est l'ordre naturel des choses. Je pense que peu importe le sujet, IT, on a toujours ce sujet d'architecture, de design, bien penser business avant IT, et ensuite choisir dans sa boîte à outils l'outil qu'on va utiliser. Et aujourd'hui, on n'a vu que 2 outils. Effectivement, il y a d'autres outils dans le monde des API. Petit point, Uppercut, à qui on va à donner ce super trophée. Je vous rappelle que dans le chat, vous pouvez voter pour le meilleur Uppercut. Et on va passer maintenant aux questions du public. La ouais. Alors, j'avais une question, si je me rappelle. Alors, les consommateurs restent. Une question. Ah ouais, on a perdu Nicolas. Reste. Alors, si en régie, vous pouvez nous remettre la question d'avant, la question avant juste celle qui est avant. affichée. Il y avait une question avant. Sinon, on va répondre. Voilà. Les consommateurs, ils préfèrent REST ou GraphQL? Bah, aujourd'hui, la plupart préfèrent REST parce que c'est plus simple, les outils sont déjà prêts. Et GraphQL, ça commence à se faire sur des besoins très spécifiques. Et voilà, il faut vraiment en avoir besoin. Associer un appel à une interface, ça semble être une régression. L'avantage d'une APRS, c'est justement que tu peux la brancher n'importe où, ton appli web ou ton mobile. C'est une régression, oui et non. C'est si on se dit, ouais, je vais faire une seule API, c'est mon API GraphQL et c'est celle que je vais utiliser pour tout le monde, y compris mes clients externes et machin, ouais, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Mais si c'est le back-end for front-end qui est prévu pour l'application, là du coup web ou mobile, pour moi ça marche dans les 2 cas. Voilà. Mais effectivement, cet aspect-là, il est voilà, à prendre avec des pincettes, quoi. Doit-on opposer GraphQL et REST ou sont-ils plutôt complémentaires? Comme on disait, hein, c'est plutôt complémentaire. Ça dépend de l'utilisation. GraphQL, on va l'utiliser plutôt pour un front-end qui, lui, va appeler en GraphQL. Et puis REST, c'est très bien pour du serveur-to-serveur ou du partage avec des clients qu'on ne connaît pas. C'est assez pratique. Ouais. C'est plutôt complémentaire aujourd'hui. Nicolas de retour. Ouais, désolé. Voilà. Alors, qui aurait besoin d'un GraphQL autre que les GAFA et les grands comptes médias? En fait, plein de monde. Aujourd'hui, il y a plein de startups aussi qui utilisent du GraphQL. Et j'ai noté les plus grands, mais il y en a plein parce que c'est simple d'utilisation et les mobileux, ils aiment de plus en plus utiliser ça. Ils peuvent choisir la data. Et ce que j'ai montré sur l'aliasing, ça paraît tout simple, mais c'est vraiment le petit plus qui, des fois, ça aide vachement le front. Ça évite des allers-retours et quand on est pressé, c'est assez pratique. Il y a un autre truc dont tu n'as pas parlé avec GraphQL, c'est le fait de, du coup, tu sais exactement quelles sont les données à la propriété près qui sont utilisées. Là où dans une API REST, tu dis juste, ok, je sais que les gens utilisent get / machin, mais qu'est-ce qu'ils utilisent à l'intérieur? Je ne le sais pas. Et du coup, en termes de gestion du changement, ça peut être... On n'a pas parlé du versionning, mais c'est vrai que le versionning, c'est très simple en GraphQL. On a un système de deprecated avec... il n'y a pas de version d'URL. Et du coup, les devs mobiles, ils ont vraiment ils aiment bien parce que ça leur évite de faire des changements de version trop compliqués. Ok les gars, merci pour avoir répondu à ces questions. On va passer au trophée des meilleurs trolls et meilleurs uppercuts. Et bien sûr, le meilleur clasher. Et le meilleur jingle. Ou Cacahuète, si tu peux envoyer le jingle. Donc, trophée clasher. Eh bien, je vais vous l'annoncer devant vos yeux ébahis. Il est décerné à Arnaud. Bravo, bravo Arnaud. Bon, est-ce que ça veut dire que reste les meilleurs GraphQL? Moi, non, je ne sais pas. Non. Sûrement moins connu. Une auditoire. Et là, et alors, bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Je t'annonce que tu as tout simplement gagné les 3 trophées. Meilleur uppercut, meilleur troll, meilleur clasher. Bravo. Tu as mis Jonathan KO.
Bravo à toi. Merci Continuer à faire Jonathan. mes applis GraphQL quand même. Ouais, Moi, c'est ça. personnellement, voilà, je pense que tu t'es bien battu. Je pense qu'on a tous beaucoup appris de vous deux. Alors, beaucoup, je pense, comme moi, connaissent REST et n'étaient pas surpris des explications d'Arnaud. Mais en tout cas, à titre personnel, j'ai beaucoup appris sur GraphQL grâce à toi aujourd'hui et je t'en remercie au nom de toute la communauté du Clash. Et donc, on va pouvoir conclure. Merci à tous d'être aussi assidus aux sessions du Clash. Merci aux participants d'API Days d'être venus assister à cette session. Et je vous donne tous rendez-vous maintenant. Dans 1 minute, ça va commencer sur le Stage 1 pour la keynote de clôture de ces Happy Days Paris. Merci à tous et à la prochaine. Merci. Et rappelez-vous, Wow. ça dépend le choix. Hein. Bye. C'est pas.